Ce soir, avec vous sur France 3 Paris-Île-de-France, nous nous intéressons à la lutte contre l'homophobie dans le sport amateur. Comment permettre à toutes et tous de pratiquer un sport en toute sérénité et peu importe ses différences sentimentales ou sexuelles. Vous allez le voir, l'Île-de-France est pionnière et engagée dans la question. Bonsoir Alix Chausson, joueuse de football et secrétaire d'un club francilien, Panam Boys and Girls United. À vos côtés, Cédric Le Gallo, joueur de water-polo, association Outsiders, également dans Paris, et co-réalisateur du film Les Crevettes Pailletées, où on suit l'épopée d'une équipe de water-polo qui participe aux Gay Games. Avec nous aussi sur ce plateau, Sophie Béchir de la rédaction pour un décryptage. Oui, Jean-Baptiste, nous parlerons d'homophobie spécifiquement dans le football. Vous verrez qu'un supporter sur 3 a déclaré avoir déjà tenu des propos homophobes dans un stade. À tout à l'heure, Sophie. Alors, Alix, pourquoi avoir rejoint ce club Panam Boys and Girls United et pas un autre club, peut-être, je dirais, plus classique, je ne sais pas? Du coup, comme je l'expliquais, c'est avant tout une raison sportive à la base. Je les ai rencontrés lors d'un match, les Panam Girls, et du coup, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, et puis elles avaient un super encadrement, donc j'ai décidé de rejoindre ce club. Et ensuite, en découvrant le club, je me suis rendu compte de l'aspect militant, et c'est à ce moment-là que j'ai souhaité après m'investir dans le bureau pour pouvoir porter ce message d'un club 100% inclusif et qui lutte contre toutes les discriminations dans le football. Et vous, Cédric, pourquoi alors avoir rejoint un club de water-polo ouvert à toutes et tous? Moi, c'était un peu par hasard. J'ai une amie qui m'avait conseillé ce club. J'avais envie de faire du sport. Et j'en avais jamais fait jusqu'à présent. J'ai commencé à 30 ans. Et c'est vrai parce que j'avais un souvenir très négatif des cours de sport au lycée, au collège, où la différence est moquée. Et là, j'ai découvert des vestiaires où la différence est célébrée, encouragée. Et c'était un vrai bonheur et ce sont devenus mes meilleurs amis et aujourd'hui encore. Et vous, Alix, donc au Panam Boys and Girls, il y a donc des filles et des garçons. Est-ce que vous demandez aux gens, avant qu'ils rentrent dans votre club, leur orientation ou leur préférence sexuelle? Est-ce que vous leur demandez? Alors, pas du tout. C'est pas du tout l'objet de notre club. C'est pas de mettre les gens dans des cases. On n'est pas un club gay, on est un club ouvert à tous. On est un club 100% inclusif. Donc, ce qu'on veut, c'est fournir un safe space, donc un club où chacun peut venir comme il est, comme elle est, et partager la passion du foot. C'est vraiment ça le but et la mission de ce club. Et pour vous, c'est pareil pour le water-polo, c'est ouvert à tous? Absolument. Du moment que les hétéros qui nous rejoignent partagent nos valeurs, ils sont les bienvenus. Donc pas de communautarisme, ça veut dire. C'est ça qui est très important. Allons retrouver notre autre invité qui nous attend, c'est Alban Van de Kerkhove, joueur au club de rugby francilien, ouvert aussi à tous, qui a un joli nom, votre club, hein, les Coqs Festifs. Ça veut dire beaucoup de choses, hein, ça existe depuis 2006, bientôt les 15 ans. Vous allez bientôt les célébrer. Et vous alors, pourquoi avoir rejoint ce club? Est-ce que ça veut dire que c'était plus difficile dans d'autres clubs de rugby pour une personne gay de pouvoir jouer et de vivre dans les vestiaires avec ses coéquipiers? Bonsoir Jean-Baptiste. Je rejoins ce qui a été dit par Cédric et Alix. C'est avant tout une rencontre avec le sport, c'est l'envie de pouvoir faire du rugby et surtout, selon son âge et selon le parcours qu'on a pu avoir, y trouver un club surtout inclusif, on va se sentir bien. On a eu des cas de joueurs dernièrement qui ont pu témoigner au cours d'apéros qu'on a pu faire, des difficultés qu'ils ont pu avoir par le passé à l'école. Certains se sont fait rejeter de leur club de rugby avec des insultes, des rumeurs, notamment liées à l'orientation sexuelle. Et certains ont vécu ça comme des traumatismes avec le harcèlement, les insultes. Et c'est difficile, surtout quand ça vous arrive à l'âge de 9 ou 10 ans à l'adolescence, de se construire ensuite. Et quand vous arrivez à un certain âge après, vingtaine, la trentaine, etc., il reste quand même un traumatisme lié justement à ce rejet lié à votre orientation sexuelle. Donc c'est aussi ce que beaucoup de nos joueurs viennent chercher, c'est surtout finalement un endroit inclusif et surtout de bienveillance pour pouvoir continuer à s'épanouir et faire le sport qu'on aime, et dans notre cas, le rugby. Au Coq Festif, hein, tout le monde est accueilli, il y a aussi donc des hétérosexuels. Pourquoi ils sont venus jouer avec vous? Qu'est-ce qui les a motivés? Principalement, c'est l'envie de se faire des copains et de rejoindre un club de rugby. On nous pose souvent la question de savoir qu'est-ce que nos clubs ont de plus. Rien, on n'a rien de plus, mais on n'a rien de moins non plus. Donc on est juste des clubs sportifs comme les autres. On devrait presque... Aujourd'hui, j'aimerais que des clubs comme les Coqs Festifs disent en fait, on n'est pas LGBT-friendly. C'est dommage en 2021 de devoir encore le dire. Et pourtant, l'homophobie, elle existe. Les LGBT-phobies continuent d'exister. Donc aujourd'hui, on lutte
aujourd'hui contre ces discriminations à travers notre sport. Vous restez avec nous, Alban, pour la suite de l'émission des coqs festifs. Question importante, effectivement, au niveau des sports collectifs. Est-ce qu'il y a parfois cette question de la virilité donc, il faut montrer qu'on est un homme, qu'on est hétérosexuel. Est-ce que vous avez entendu ces témoignages? Par exemple, vous, Alix, chez les garçons du club pour lequel vous êtes secrétaire. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'ils sont dans votre club? Oui, tout à fait. Effectivement, on a cette culture du foot qui aujourd'hui met en avant la virilité, parfois le machisme aussi. Donc beaucoup de filles aussi viennent jouer au foot et ont souffert de discrimination ou de comportements qui n'étaient pas très ouverts parce qu'elles étaient des filles qui jouent au foot. Donc souvent, les joueurs et les joueuses viennent dans notre club pour deux choses. Déjà pour trouver effectivement un espace d'expression où ils puissent être qui ils sont réellement. Et puis aussi pour l'aspect militant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le foot et qui ont envie que le foot change et qui ont envie de participer justement à ce changement en militant. Cette question de virilité, de machisme, vous l'avez rencontrée vous aussi avant de rejoindre votre association Outsiders? Oui, effectivement, c'est-à-dire que quand on se sent déjà un peu différent à ces âges-là, le vestiaire est vraiment un endroit très cruel. Il suffit de montrer une petite faiblesse pour que tout de suite ce soit des insultes. Et puis surtout, ce mot PD qui désigne une sexualité, c'est terrible. C'est-à-dire que ce mot qui est une insulte dans la bouche de certains est en fait la réalité de la vie d'autres. C'est très étrange, c'est comme si végétarien était la pire des insultes au monde. Donc voilà, et puis et moi sur la virilité, c'est marrant parce que nous, dans notre équipe, on joue avec les codes, c'est-à-dire que quand on a un match, parfois on arrive en robe, en talons, en perruque, pour jouer justement sur les codes et les clichés. Et puis parfois les équipes adverses découvrent dans l'eau qu'on peut être aussi très agressif. Même si on est très festif aussi. On va parler de virilité, d'insultes, hélas, d'intolérance. Le football est particulièrement touché par ce phénomène. On en parle avec vous, Sophie Béchir, pour le scan du 18-30. Oui, mais avant de commencer le scan, je vais vous proposer de regarder l'extrait d'un clip qui a été dévoilé par la Ligue de football professionnel le 17 mai dernier à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie. Association homosexuelle pour l'intégration et la tolérance. Et les supporters du on n'est pas des pélés. Espèce de fiole. Sale fiole. Enculé. Homo comme hétéro, on porte tous le même maillot. Alors, au même moment, les joueurs de foot de la Ligue 1 et de la Ligue 2 étaient invités à porter des maillots aux couleurs du mouvement LGBT. Regardez ce maillot de Neymar. Alors, je vous propose un petit florilège des réactions recueillies sur les réseaux sociaux. Mon beau-père ne regarde plus le football parce que les maillots sont floqués LGBT. Porter un maillot LGBT, quel échec pour Neymar. C'est du football ou c'est la gay pride. Ou encore, j'ai la haine, Marquinhos va porter un maillot LGBT. Alors, même si ces propos sont minoritaires, cela montre bien qu'il y a encore du travail à faire auprès des supporters. Selon une étude réalisée en 2018 par l'Institut Ipsos pour l'association Foot Ensemble, près d'un supporter sur 3 a déjà tenu des propos homophobes et ce chiffre monte même à 1 sur 2 lorsque ce supporter pratique le football. Une banalisation des propos homophobes qui conduit près de 7 Français sur 10 à considérer qu'il est difficile, voire impossible, de vivre sereinement son homosexualité dans le milieu du football. En France, d'ailleurs, aucun footballeur professionnel n'est ouvertement gay. Et à l'étranger, le dernier footballeur à avoir fait son coming out s'appelle Anton Isen. En 2011, ce joueur de 3e division en Suède et fils d'un ancien défenseur de Liverpool avait révélé son homosexualité. Alors, question pour vous, Alix Chausson, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un manque de représentativité dans le milieu du football ? Oui, c'est sûr. Le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y ait quasiment pas de footballeurs ouvertement gays dans le football montre qu'il y a quand même un tabou extrêmement important sur la question de l'homosexualité dans le foot. Aujourd'hui, les footballeurs pensent que
révéler son homosexualité, ça pourrait nuire à sa carrière, ça pourrait changer le comportement de coéquipiers dans les vestiaires, ça pourrait changer le comportement du coach. On l'a vu avec le très beau livre de Wissem Belgassem où il explique, lui, son expérience. Et effectivement, je crois qu'il a ensuite contacté un de ses anciens coachs et ils ont eu une discussion ensemble. Et son ancien coach lui a dit « Tu as bien fait de ne pas le dire parce que ça aurait été très difficile. » Donc aujourd'hui, ce tabou existe. Et donc c'est pour ça que notre club et d'autres clubs, on essaye d'agir pour faire tomber ce tabou de l'homosexualité dans le foot. Merci beaucoup Sophie Béchir, on se retrouve demain. Oui Jean-Baptiste, demain nous parlerons du métier d'influenceur. Vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer vos questions et vos réactions grâce au QR code qui s'affiche en bas de votre écran. À demain. Donc on a vu l'opération pour la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Vous avez été un Panam Boys and Girls co-organisateur de l'événement, co-inspirateur de l'événement. Voilà, on le regarde, ce maillot donc avec l'arc-en-ciel, le symbole LGBT pour la tolérance dans tous les terrains, tous les milieux et dans tous les vestiaires. Alors maintenant, comment lutter? On a vu donc ce type d'action, bien évidemment, c'est essentiel, mais aussi grâce, pourquoi pas, au cinéma avec vous, Cédric Le Gallo, co-réalisateur des crevettes pailletées avec Maxime Govard, l'épopée d'une équipe de waterpolo gay qui participe aux Gay Games. Bande annonce. Association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le waterpolo. On ressemble à une bande de PD? Je sais pas, non. Et merci. Vous avez rencontré notre nouveau coach? Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Bon, allez, vas-y, lâche-moi le cul, et toi, arrête la caméra, c'est bon. Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle. 3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes à quai. Il aura la responsabilité d'entraîner pendant 3 mois. Vous allez me faire 200 mètres en rétropédalage, ça va vous calmer. C'est toi la rétropédale. Avant de les conduire en Croatie aux Gay Games. C'est quoi les Gay Games? C'est comme les JO, en moins chiant, avec que des beaux mecs. De toute façon, faire un pressing. Il traverse la moitié de l'Europe en bus. C'est sûr, il va se passer des trucs. Il y a une règle dans l'équipe, pas de levrette entre crevettes. Dispersion. Ce film était sorti en 2019, il a été multiprimé. Vous avez vu des retours de jeunes joueurs, de personnes qui font différents sports et qui se sont reconnus dans votre film et qui vous ont peut-être dit ça fait du bien? Oui, on a fait beaucoup d'avant-premières, beaucoup de festivals et c'est vrai que les gens... moi, j'avais croisé quelqu'un qui m'avait dit « Merci d'avoir fait ce film parce que je peux dire à mes parents à quoi ressemble ma vie ». Et je crois que moi-même, j'avais envie de faire ce film pour dire à mes parents « Voilà à quoi ressemble ma vie, elle est très joyeuse ». Donc le personnage, en plus, que l'on voit, qui est d'ailleurs le même look que moi, est donc un grand professionnel de la natation qui a eu des propos homophobes et donc il doit entraîner une équipe gay. Pourquoi avoir choisi cette intrigue? C'est intéressant de montrer du conflit, mais aussi de montrer que c'est pas quelqu'un d'homophobe, de profondément mauvais. C'est quelqu'un qui a eu des propos homophobes qui lui ont échappé lors d'une interview à la télévision. Il a traité un journaliste de sale PD parce qu'il le titillait un peu sur ses performances. Et oui, bien sûr, ce sont des propos condamnables, mais ce n'est pas un homophobe qui va à la sortie des boîtes de nuit pour casser du PD, comme on dit. Et c'est cette subtilité-là qui était importante de raconter, de ne pas être trop dans tout noir ou tout blanc. Allons retrouver Alban Van Dekerkhove, des coqs festifs. Alban, une question, puisqu'on parle de comment lutter contre l'homophobie dans le sport amateur. Vous avez-vous participé à l'opération Plaquons, justement, l'homophobie? Un grand travail a été fait avec la Ligue nationale de rugby. Expliquez-nous quels sont les contenus de ce programme. Alors la Ligue nationale de rugby a décidé, pour ceux qui ne connaissent pas trop le rugby, c'est la Ligue LNR qui organise notamment le tournoi, le Top 14 et la Pro D2, ont décidé de prendre les sujets d'inclusion en bras-le-corps à travers des programmes sur plusieurs années, lutte contre l'homophobie, le racisme, le handicap et l'égalité homme-femme dans le sport et donc dans le rugby. Donc ils ont choisi les coqs festifs pour les accompagner pendant 5 ans sur un programme qui a commencé déjà il y a 3 semaines lors de la journée de lutte contre l'homophobie, avec un grand sondage qui a été fait auprès des joueurs professionnels et de la sensibilisation auprès de tout le staff et les joueurs pros de la Pro D2 et du Top 14 sur justement l'homosexualité et éventuellement pour les joueurs qui souhaiteraient
faire leur coming out dans le futur, et surtout ensuite après avec le grand public pour montrer un petit peu que tout ça est tout à fait normal. Donc ça va commencer par ça. Ensuite, il y a des actions qui vont être menées dans les prochaines années, qui ont été un peu retardées cette saison avec le Covid, mais qui vont débuter comme donc, ce qu'on avait vu il y a le 17 mai, il me semble, avec une ligne arc-en-ciel qui a été tracée pendant les matchs du top 14 et qui symbolise à 75 mètres et qui symbolise les 75, d'après l'étude qui a été faite, les 75% de joueurs qui estiment qu'il est difficile de parler de son homosexualité dans le rugby. Merci beaucoup Alban Van de Kerkhove d'avoir été avec nous, joueur au club de rugby francilien ouvert à tous. Les coqs festifs, peut-être des vocations ce soir. Vous, Panam Boys and Girls United, est-ce qu'il y a d'autres opérations de sensibilisation? Est-ce que vous intervenez dans les clubs, dans les écoles? Oui, tout à fait, effectivement. Donc notre engagement avec la Ligue de foot professionnelle date pas de cette année. Hein. On avait déjà fait plusieurs opérations. Il y avait eu les lacets arc-en-ciel. Il y avait eu ensuite les brassards arc-en-ciel il y a 2 ans. Aujourd'hui, donc effectivement, c'est ces maillots avec ce clip aussi qui est très important. Les mots ont un sens. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on essaye de répéter. La sensibilisation est importante. Les mots ont un sens. Il faut rappeler ça parce que tous les supporters de foot qui chantent des chants homophobes ne sont pas forcément homophobes. La plupart ne le sont pas, mais ne se rendent pas compte de la portée de leurs mots. Donc l'idée, c'est de continuer sur cette logique de sensibilisation, d'aller dans les centres de formation, d'aller rencontrer des supporters. On a pu le faire. On est allé, nous, club parisien, rencontrer des supporters marseillais pour leur parler d'homosexualité, d'homophobie, de relations avec les supporters. Ils étaient un peu plus, on va dire, gênés du fait qu'on était parisiens plutôt qu'homo. Donc voilà, donc tout ça, il faut que ça se mette en place, il faut qu'on continue le dialogue et il faut surtout que toutes les instances du foot se mettent autour de la table. Aujourd'hui, on a une très bonne relation avec la Ligue de foot professionnelle, avec la Fédération française de football. C'est plus compliqué. Or, la Ligue de foot professionnelle, c'est le monde professionnel. Le foot amateur, c'est beaucoup plus large. Donc, on espère pouvoir mettre en place ce genre d'opération de sensibilisation avec l'ensemble des acteurs du foot. Alors, les médias ont aussi un rôle à jouer. D'ailleurs, on est très fiers de faire cette émission ce soir. Regardons la une de l'équipe. Je ne sais pas si on peut la voir tout de suite, s'il vous plaît, car c'est vraiment un beau message d'espoir. Voilà, embrassez qui vous voudrait. Et Cédric Le Gallo, vous êtes sur la photo de la une de l'équipe, ce journal emblématique en France du sport, le numéro 1. Oui, on a pris la pause avec un de mes coéquipiers. C'était à l'occasion de la sortie du film. Et l'équipe nous avait suivis lors d'un tournoi à Amsterdam. Ils devaient faire un papier, puis ils m'ont rappelé quelques jours plus tard pour me dire « Mais en fait, on ne va pas juste faire un papier, on va faire tout le numéro. Et est-ce que tu veux bien être à la une ?» Et ils ont osé cette couverture qu'aucun magazine sportif de leur ampleur n'avait osé à travers le monde. C'est-à-dire que pour une fois, la France a de l'avance sur ces questions-là. Et pourquoi, à votre avis, l'Île-de-France a de l'avance sur cette question-là, la région? Après, je pense que c'est une question humaine. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, précisément, c'est le choix d'un rédacteur en chef qui a dit tant pis si derrière, je vais peut-être me retrouver avec des haters ou des propos haineux sur Internet. C'est vraiment des choix d'hommes, je crois. Très bien. Écoutez, merci à vous d'avoir été avec nous. Alix Chausson, je rappelle, joueuse de football et secrétaire du club francilien ouvert à tous, Panam Boys and Girls United. Merci Cédric Le Gallo, joueur de water-polo et le co-réalisateur des Crevettes Pailletées. Allez regarder ce film, il est sorti en 2019. Mais bientôt d'ailleurs, il y aura la suite. Vous êtes en plein montage. Exactement, j'en sors. Très bien, donc on a hâte également de voir la suite. Et puis on remercie encore Alban Van de Kerkhove. Des coqs festifs, voilà, donc tout le monde soit épanoui dans n'importe quel sport, et peu importe ses préférences sentimentales et sexuelles, on l'a bien compris. Merci pour votre engagement. Et